Commission, mes chers collègues, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je suis heureux, mais je vais quand même commencer aussi mon intervention par partager avec vous une certaine satisfaction. Monsieur Dejoie, vous aimez nous rappeler en commission que vous êtes satisfait de vos choix, que cela fait 40 ans que vous faites les mêmes et que vous mourrez sûrement sans évoluer d'un pouce. C'est la révélation que vous avez faite à la dernière commission. C'est bien sûr votre droit, mais en constatant le soin mis dès l'ouverture de notre session par Madame la Présidente à justifier le niveau de notre dette régionale et les choix budgétaires que vous avez faits, je me dis que finalement, à défaut de vous faire changer d'avis, Monsieur Dejoie, le débat démocratique au sein de cette Assemblée n'est finalement pas vain et que certainement il permet à toutes celles et tous ceux qui, bien au-delà de notre Assemblée, s'intéressent aux choix budgétaires de votre majorité, de trouver des réponses à leurs légitimes interrogations. Et la première d'entre elles, qui a irrigué nos débats aujourd'hui, la dette régionale menace-t-elle notre capacité à agir au service de nos territoires, ces entrepreneurs, ces associations? Commençons par les chiffres qui sont issus de notre rapport d'orientation budgétaire. Sous votre présidence, donc, Madame Morancet, la dette régionale a déjà augmenté de 1 milliard d'euros et vous proposez de poursuivre sur la même trajectoire en la portant à 2,7 milliards, on ne va pas rattraper l'État quand même, 2,7 milliards d'ici 2026. Comme l'a souligné ce matin Guillaume Garot, cela nous surprend tant vous vous faites le porte-drapeau des pourfendeurs de dette. Alors bien sûr, et ça a été rappelé par M. Dejoie, la dette de notre région n'est pas de la même nature que celle de l'État, mais enfin quand même, elle compte malgré tout dans le total de la dette publique de la France. Et surtout, elle n'est pas sans conséquence pour les finances régionales. Elle pèse aussi sur nos dépenses de fonctionnement, celle-là même que vous souhaitez maîtriser. Une illustration, parmi d'autres, dans les documents de notre session, nous constatons qu'entre 2024 et 2025, hors mesures gouvernementales, une baisse de 20 millions d'euros de nos dépenses de fonctionnement a été réalisée. Mais dans le même temps, l'accroissement de notre dette va nous amener à horizon 2028 à dépenser les mêmes 20 millions d'euros supplémentaires rien que pour payer les intérêts de l'augmentation de notre dette. Alors d'un côté, vous nous dites que la baisse des dépenses de fonctionnement sont nécessaires pour soutenir notre investissement, mais les esprits chagrins pourraient se demander si elles ne sont pas finalement aussi seulement nécessaires à absorber la hausse des charges financières de notre dette. Et dans votre propos introductif, Monsieur Dejoie, vous avez pris le même levier en prenant notre capacité de désendettement et dire qu'il fallait agir sur le fonctionnement parce que le poids de notre dette nous aura emmené au-delà de 12 années. Donc oui, la dette est un sujet. Ce matin, Madame la Présidente, vous avez tenté de vous dédouaner de votre responsabilité dans la création de cette dette. Ce serait donc un héritage et la cause du Covid. Alors pour le Covid, toutes les régions de France ont eu à y faire face, et ça a été rappelé plusieurs fois, la moyenne de la capacité de désendettement des régions de France est de seulement 6 années, là où nous sommes de notre côté à 9,4 ans. Et sur l'héritage, soyons concrets. En 2015, le stock de dette de notre région était de 1,4 milliard et sa capacité de désendettement à 5,4 années. En comparaison, dans le DOB en 2026, sous votre présidence, nous serons respectivement à 2,4 milliards de dettes et 9,4 années pour le désendettement. Peut-être que la gauche dépense sans compter, mais elle ne semble pas en avoir le monopole. Vous avez une nouvelle fois tenté d'invoquer une dette cachée. C'est quand même un petit glissement sémantique par rapport à la réalité. Les 478 millions d'euros dont vous parlez n'étaient pas une dette, au sens un emprunt qui aurait été contracté et dissimulé, mais un reste à payer, certes, mais un reste à payer pour des investissements identifiés et connus de tous, comme vous nous justifiez aujourd'hui qu'il faut investir dans les lycées et dans les trains. En 2015, en intégrant ces 478 millions d'euros, les restes à payer s'élevaient à 2,2 milliards. À votre arrivée, les restes à payer, c'est le moment d'Europe de notre session. Vous évaluez vos restes à payer jusqu'en 2028 à 3,2 milliards. 1 milliard de plus. Cela laisse songeur sur l'héritage que vous allez laisser à vos successeurs. Vous avez illustré vos propos sur la hausse de la dette pour comparer la période 2007-2015 et la période 2015-2025 en utilisant des pourcentages. Mais mal utilisés, ils peuvent être trompeurs. Je vous cite, sur la période 2007-2015, le stock de dette a augmenté de 122%. Alors pour l'information de tous, ça représente un volume de 790 millions d'euros de hausse.
quand les seulement 35 millions de hausse de la période 2017-2025, eux, représentent déjà 600 millions. On est loin du rapport de 1 à 4 entre les pourcentages. Et que si la trajectoire financière que vous proposez en 2008 est suivie, cela représentera 1,2 milliard de hausse de stock de dette, soit presque 2 fois plus que la période de référence que vous avez voulu citer. Alors, puisque vous avez évoqué la période d'avant 2015, et puisque nous avons la chance d'avoir Bruno Retailleau parmi nous aujourd'hui, je vais vous faire lecture de son appréciation sur l'état des finances de la région. Et je fais référence à un dossier de presse qui date du 31 mars 2016. Donc notre collègue jugeait alors que la situation financière de notre région s'était dégradée. Je le cite. « La dégradation financière de notre région s'explique par des investissements déraisonnables au regard de leur soutenabilité financière. » Et d'illustrer son propos avec un certain nombre d'indicateurs, hausse des investissements annuels, explosion des emprunts, augmentation du stock de dette dont 300 millions d'euros sur les 2 dernières années, une région dans les plus endettées que les autres régions de France, et une capacité de désendettement qui aurait presque doublé, passant de 3,1 à 5,4 années. Ça, c'était le constat 2015. Je vous propose de comparer ces ratios à la situation financière actuelle de notre région. Vous souhaitez porter l'investissement à 530 millions d'euros. Vous proposez de porter l'emprunt d'équilibre pour le budget 2026 à 303 millions pour une seule année, pas sur 2. Alors que notre région est parmi les 3 régions les plus endettées de France et que notre capacité de désendettement va atteindre, d'après les orientations budgétaires en 2026, 9,4 années. Je laisse chacun juge de comparer ces ratios. Alors oui, la dette de notre région est un sujet sérieux. Mais surtout, la trajectoire non soutenable dans laquelle vous enfermez notre région l'est bien plus encore. Alors pourquoi je dis qu'elle est non soutenable? Tout le monde le souligne, et vous-même, Monsieur Dejoie, dans votre présentation. Le contexte est plus qu'incertain. Et surtout, il l'est sur plusieurs plans. Il y a une incertitude sur les efforts futurs demandés aux collectivités, à commencer par le projet de loi de finances 2026, mais aussi sûrement les suivants. On a une incertitude sur la croissance et l'activité économique, qui a une influence directe sur une grande part de nos recettes. Et à cela s'ajoute une instabilité politique et une grande incertitude géopolitique. Tout cela doit nous rendre soucieux de préserver notre capacité à agir pour nos territoires. À la place, vous nous proposez une fuite en avant. Toujours moins de dépenses de fonctionnement pour soutenir l'investissement en creusant la dette, puisque vous refusez et vous assumez de refuser d'aller chercher des recettes nouvelles, dans un moment où la dette coûte de plus en plus cher sur les marchés avec des taux volatiles et souvent élevés. Vous êtes dans le dogme aveugle et brutal, là où le contexte devrait conduire à être à l'écoute des acteurs de nos territoires et à agir là où il le faut au bon moment avec discernement. Votre ligne de communication, répétée maintes et maintes fois aujourd'hui, est le courage. Le courage est une vertu, il se matérialise par des choix lucides, mais la frontière entre le courage et l'aveuglement, elle est très ténue. L'aveuglement naît d'une perception faussée de la réalité. Don Quichotte, dans le roman de Cervantes, illustre bien cette limite. Animé par des idéaux de justice, de bravoure, il affronte les obstacles avec détermination. Il est courageux. Cependant, son action, elle repose sur une illusion. Il confond le monde réel avec ses rêves chevaleresques, voyant des géants à la place des moulins ou des places fortes à la place des auberges. Son exemple démontre que le courage sans clairvoyance peut se transformer en aveuglement. Pour ancrer vos actions dans le réel, je ne peux donc qu'attirer votre attention sur les travaux de nos collègues du Césaire. Comme notre Assemblée, la composition du Césaire est très diverse. Ils ont pourtant voté à la quasi-unanimité leur rapport sur les orientations budgétaires. 75 voix pour et une seule abstention. Le Césaire nous alerte sur des signaux défavorables qui apparaissent dans notre région. Marché de l'emploi qui se tasse, ralentissement des recrutements, augmentation du chômage et du RSA. Tension sur le logement, insuffisance de l'offre et rareté du foncier. Inégalité sociale et territoriale qui se creuse. Précarité énergétique en hausse, vulnérabilité climatique accrue, sécheresse, inondations, feux de forêt, submersion marine. Attrait des Pays de la Loire qui montrent des signes d'érosion. Le Césaire nous fait part de son inquiétude d'une prise en compte insuffisante de ces fragilités. Fragilités qui sont pourtant une réalité pour notre région. Le Césaire nous rappelle aussi que ce qui fonde le tissu de notre région, je cite,
Le développement et la dynamique du territoire reposent sur la complémentarité et l'interdépendance de tous les acteurs dans leur diversité, associations, organisations à but non lucratif, entreprises, collectivités, services de l'État. Le soutien aux projets portés par ces structures stimule de manière générale la demande et l'économie locale. Cela aussi, c'est une réalité de notre région. Nous vous avons alerté l'an dernier sur l'impact des coûts budgétaires que vous avez opérés, dont vous avez fait porter l'effort quasi exclusivement sur le monde associatif, sportif, culturel et l'économie sociale et solidaire. Courage ou aveuglement dogmatique? Le Césaire et dans son sillage, notre Assemblée avons adopté l'an dernier, au moment du budget, un vœu pour évaluer sincèrement les effets sur le développement et le dynamisme de nos territoires de vos choix budgétaires. Cette évaluation, elle est indispensable pour éclairer la construction de notre prochain budget et éviter d'avancer encore aveuglément. Il est urgent de la mener. Enfin, le Césaire, pourfendant lui aussi le monopole de la gauche, nous rappelle que des marges de manœuvre existent aussi sur les recettes, en évaluant le potentiel de notre fiscalité non mobilisée à ce jour. Césaire, pourtant, je le rappelle, composé d'une grande diversité d'élus, notamment des représentants des chefs d'entreprise. Pour conclure, je vais vous citer, Monsieur Dejoie, vous déclarez dans la presse, dans un contexte où les menaces sur les budgets s'accumulent, croissance économique atone, instabilité politique, finances publiques dégradées, la région n'a pas d'autre choix. La marche forcée dans laquelle vous vous entêtez détruit actuellement et pour longtemps des réseaux et des dynamiques sur nos territoires. Et bien sûr que si, il y a d'autres choix. Votre dogme vous empêche de les voir. L'an dernier, au moment de l'étude du budget, nous vous avions proposé l'étude d'un mix de solutions, mixte adopté par la plupart des autres régions, un mix qui s'appuie d'un côté sur des maîtrises raisonnées des dépenses, sur des études de l'opportunité de mobiliser le versement transport et la remise à plat de l'investissement pour dégager une priorisation et optimiser le volume à réaliser pour l'adapter à nos capacités financières. Le choix, il existe si l'on accepte de sortir des postures, des caricatures et que l'on décide d'affronter la réalité plutôt que de courir derrière des moulins idéologiques. Merci.